Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Lettre à un ami qui voulait devenir directeur d'un établissement pour enfants handicapés. Je te remercie de m'avoir demandé des conseils pour cette fonction, que tu t'apprêtes à remplir, de directeur d'un établissement pour enfants handicapés. Je t'en remercie, mais tout d'abord laisse-moi te dire ma surprise que tu t'adresses à moi pour cette demande, alors que tu sais combien je suis avare en conseils. Je n'aime pas en donner et je n'aime pas en recevoir. Sauf naturellement des conseils très pratiques relevant plus de la recette pour ne pas dire de la ficelle, pour parler trivialement, ou plus prosaïquement du truc de grand-mère. Mais tu seras d'accord avec moi que diriger un établissement n'est pas du même ordre que repasser une chemise ou faire de la cuisine, encore que j'ai eu parfois l'impression que pour certains cela s'y apparentait. Je dis cela sans pour autant dévaloriser ces actions nobles de faire du repassage ou de la cuisine, qui relèvent d'un art auquel je n'ai malheureusement pas accès, et peut-être que si j'étais plus savant dans ces domaines, je dirais aussi qu'il ne faut ni donner ni recevoir de conseils. Donc, je n'aime pas donner de conseils en la matière car la dite matière, mais je pense comme beaucoup d'autres matières, ne s'y prête pas. Tu dois te faire ton idée par toi-même, en assumer les conséquences heureuses et malheureuses et ne pas dépendre de l'idée d'un autre. Néanmoins ta demande m'a fait réfléchir, et après avoir retourné la question 100 fois dans ma tête, j'ai décidé d'y répondre et de te livrer tout de même mes conseils. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il m'explique qu'il ne prodigue pratiquement jamais de conseils, et il termine sa phrase par le contraire. Oui, et c'est peut-être le premier conseil, ne dis jamais jamais, ou comme le dicton ne dit jamais, Fontaine je ne boirai pas de ton eau. Avant d'aborder le vif du sujet, je dois tout de même te prévenir d'une ou deux choses. Ces conseils ne sont valables que pour diriger un établissement d'enfants handicapés. Peut-être certains de ces conseils peuvent-ils s'étendre à d'autres types d'établissements médico-sociaux. Je l'ignore car je n'en ai jamais dirigé, mais je suis presque sûre que la plupart de ces conseils sont totalement inadaptés pour une entreprise commerciale, industrielle ou financière. En effet, c'est la finalité de l'entreprise qui détermine, in fine, la façon dont elle doit être dirigée. Ces conseils ne sont valables que pour la fonction de directeur, et pour nulle autre fonction, même dans le cadre d'un établissement d'enfants handicapés. En somme, mes conseils ont une portée très limitée et sont très pragmatiques. Tout compte fait, ils s'apparentent un peu à des recettes de cuisine, la gourmandise en moins. Comme quoi, finalement je n'hésite pas à me contredire d'un paragraphe à l'autre, preuve s'il le fallait que la pensée est toujours éminemment complexe, contradictoire, et ne peut se résumer à une série d'affirmations. C'est peut-être là déjà un autre conseil. N'hésite pas à te contredire, y compris dans la même phrase. Car si ta pensée révèle une contradiction, du moins en apparence, c'est que la réalité recèle elle aussi probablement des contradictions apparentes ou plus profondes. Et en pointant ces contradictions, tu n'appauvris pas la réflexion, au contraire, tu l'ouvres, tu l'enrichis, tu la questionnes, et tu invites l'interlocuteur à critiquer, à contribuer lui aussi à la réflexion. En somme, la contradiction de ton propos souligne le respect que tu portes à ton interlocuteur, car tu reconnais en lui un être intelligent, au moins autant que toi, et capable à la fois de déceler la contradiction, de s'en étonner, de l'admettre, de la comprendre et qui sait de la résoudre, provisoirement. À l'inverse, gommer la contradiction, effacer les aspérités du raisonnement pour que tout soit limpide, que tout coule sans heurts et entraîne l'adhésion à un rien admiratif de ton interlocuteur serait une preuve de suffisance de ta part, d'orgueil mal placé qui, loin de te grandir, même momentanément aux yeux de l'autre, ne fait que te disqualifier et peut-être définitivement. Il n'y a pas d'ordre. La première question qui vient à l'esprit quand on veut donner des conseils, c'est « y a-t-il un ordre à suivre ?» Par exemple, doit-on traiter les questions en fonction de leur importance, ordre croissant ou décroissant d'importance, ou bien y a-t-il un ordre logique des sujets à aborder, tel sujet nécessitant d'être traité avant tel autre pour que ce dernier soit compréhensible. Doit-on regrouper les sujets par thème et par sous-thème ? Ma réponse à cette question est sans ambiguïté, il n'y a pas d'ordre. Je vais aborder les sujets au fur et à mesure qu'ils me viennent à l'esprit. Il n'y a aucun lien logique entre eux ou bien, si tu préfères, les liens logiques qu'ils entretiennent entre eux sont tellement complexes qu'on ne peut les ordonner, les hiérarchiser. Ils sont un peu comme les neurones, que les scientifiques me pardonnent.
ils s'enchevêtrent et il faut leur faire confiance pour que l'ordre d'apparition des sujets soit le meilleur, en tout cas meilleur que celui qu'on aurait voulu soi-même régenter. En fait, l'exercice auquel je vais me livrer ressemble à la réalisation d'un puzzle. Je peux commencer par n'importe quelle pièce, l'important étant que je trouve tout de suite après une des pièces qui pourra s'ajuster à la première, et ainsi de suite jusqu'à la fin du puzzle. Et ce n'est qu'à la fin du puzzle que ce dernier livrera son secret, montrera l'image que je recherchais et que j'ignorais. Cependant, dans mon exercice, le puzzle en question diffère du puzzle classique par le fait que les différentes pièces ne s'ajustent pas entre elles de manière parfaite, elles s'ajustent avec plus ou moins de flou, un peu comme si plusieurs pièces au lieu d'une seule pouvaient prendre la même place et que les pièces voisines n'étaient pas coincées les unes aux autres et laissaient entre elles un jeu plus ou moins important. Et donc, à la fin, le dessin composé peut être aléatoire, animé d'un certain mouvement. En fait, plusieurs dessins et tous des dessins différents, mais tous des dessins acceptables, tous avec du sens, mais tous aussi avec de l'ambiguïté, de l'interprétation possible. Cette image d'un puzzle un peu flou et un peu fou, à géométrie variable et interprétatif, correspond très bien à l'idée que trop de déterminisme dans la logique risque d'appauvrir la création et l'imagination, et que tout est toujours en mouvement. Et c'est aussi un conseil, évite l'ordre. Pour cette fonction de directeur qui est une fonction de création avant tout, on invente, on innove, on crée, on imagine, on fait ce qui n'a jamais été fait auparavant, on tâtonne, on expérimente, on change, on modifie l'existant. On ne reproduit surtout pas à l'identique, quoi que ce soit, on fait rarement deux fois exactement la même chose. Pour cette fonction de directeur, l'ordre est déconseillé. En effet, l'ordre est l'ennemi de la créativité. Bien sûr, dans la vie, il y a des gens ordonnés et d'autres désordonnés, dit-on. Mais dans la réalité, je crois que la plupart des gens sont naturellement désordonnés et s'imposent eux-mêmes l'ordre ou se le font imposer. Ne t'impose pas l'ordre. Pas dans ton bureau, pas dans ton emploi du temps, pas dans tes rendez-vous, pas dans tes actions, pas dans tes prises de notes, pas dans tes brouillons, pas dans ta tête. Si tu veux qu'une idée nouvelle surgisse dans ton esprit, ne mets pas d'ordre. Laisse les dossiers différents se mélanger, les sujets différents se croiser, les gens différents se rencontrer, les actions différentes se juxtaposer. Ne fais pas de compartiments étanches entre les choses, entre les sujets, entre les gens. Et si tu trouves de l'ordre quelque part, introduis du désordre, surprends tes collègues ou tes interlocuteurs en passant du coq à l'âne, mais reviens tout de même au coq, fais des digressions dans tes propos, dans tes raisonnements. Tiens compte de l'ordre du jour de la réunion, mais n'hésite pas à revenir en arrière, et à traiter un point avant d'avoir terminé le précédent, de repousser certains sujets à la réunion suivante, de laisser telle question en suspens, de rajouter de nouvelles questions en séance. Cependant, assure-toi de l'accord des participants. Le refus de l'ordre ne signifie pas l'impolitesse et encore moins le non-respect des autres. Ce refus de l'ordre dont tu vas te faire une règle ne veut pas dire que tu vas l'imposer aux autres. Non, le statut de directeur te permet, maigre consolation, de disposer d'outils et de moyens humains pour ranger les dossiers, mais attention, pas dans ton bureau qui doit rester en perpétuel mouvement. Ne fais pas de classement, pas de catégorie, pas de famille, pas de typologie, pas de plan. Ni avec les sujets à traiter, ni avec les personnes accueillies, ni avec les membres du personnel, ni avec les personnes en général. Il n'y a pas les bons et les méchants, les travailleurs et les fainéants, les intelligents et les sots, les ceux-ci et les ceux-là. Ne range pas les questions par ordre de priorité, ne hiérarchise pas, car tout a de l'importance. Une parole échangée avec un membre du personnel, dans le couloir, pourra t'éclairer 10 fois plus sur une solution que tu cherchais qu'une journée de travail dans les bouquins ou sur Internet. Dans la fonction de directeur, il y a tellement de choses importantes que tu n'as pas le temps de faire, que si tu identifies une chose comme peu importante, tu ne la feras jamais. Et si tu ne la fais jamais, elle deviendra un problème, et donc une chose importante. Mais plus difficile à traiter. Ne fais pas et n'utilise pas les schémas, les tableaux, les organigrammes. Là aussi, cela ne signifie pas que des schémas, des tableaux, des organigrammes ne sont pas nécessaires dans l'établissement ou dans la vie en général, surtout dans l'enseignement. Cela veut simplement dire que dans la fonction de directeur, ils ne sont pas utiles, ils sont plutôt néfastes. Prenons l'exemple de l'organigramme hiérarchique. Une flèche qui relie deux individus X et Y, ou un individu et un groupe de professionnels,
signifie X est le supérieur hiérarchique de Y. A priori, tu ne vois pas où est le mal, tu ne fais que remplacer un morceau de phrase de 5 mots par un trait terminé par une flèche. Sauf que quand tu indiques avec des mots est le supérieur hiérarchique de, tu entends dans ces mots un certain contenu, un certain sens que tu peux expliciter et différencier, nuancer selon les personnes concernées, selon les postes et selon les interlocuteurs. Autrement dit, tu es implicitement amené à dire ce que tu entends par X est le supérieur hiérarchique de Y. Plus que cela, tu laisses entendre la complexité de la relation hiérarchique, et dans la complexité les contradictions de la relation hiérarchique. Par exemple que la relation hiérarchique n'implique pas l'absence de responsabilité du subalterne, ni l'absence d'autonomie, ni sur quoi porte la relation hiérarchique, ni comment elle s'exerce, etc. Alors reconnais qu'une flèche, même si l'on utilise des couleurs, même si l'on épaissit plus ou moins le trait, reste une flèche et dit peu de choses, tout en laissant entendre que si elle dit peu de choses, c'est que la chose qu'elle représente est simple et ne nécessite pas plus d'explication qu'une flèche. Et donc, non seulement tu trompes ton interlocuteur car la chose est éminemment complexe, mais tu te trompes toi-même, ce qui est plus grave, non pas sur le plan de la morale, c'est à mon avis moins grave, mais sur le plan de la fonction. Car tu vas t'habituer à la flèche, et raisonner avec la flèche et non plus avec ce concept complexe, et sans t'en rendre compte, tu vas admettre que la chose est simple et ne sous-entend aucune interrogation, aucune contradiction, aucune nuance. Là aussi, tu vas me rétorquer que les mathématiciens utilisent ces symboles depuis longtemps et qu'ils sont plutôt censés être intelligents. Tu as raison, mais ce sont des mathématiciens en train de faire des mathématiques, et je te rappelle que je parle au directeur en train de diriger un établissement. Tu dois avoir horreur de l'ordre dans tous les sens du terme. Si t'es supérieur, dans le cas où tu en as, mais en général on en a toujours, et sinon on est capable de s'en créer, te donne un ordre, débrouille-toi pour ne pas t'y soumettre, sans te mettre en faute bien sûr, mais casse-toi la tête pour trouver comment ne pas obéir à l'ordre et ce, loyalement. De manière générale, débrouille-toi pour qu'on ne te donne pas d'ordre, que personne ne te donne d'ordre dans ta fonction de directeur. Le plus simple, c'est de ne pas en demander. Beaucoup de gens, y compris des directeurs, se plaignent de recevoir des ordres, mais ne cessent de demander à leurs supérieurs ce qu'ils doivent faire. Certes, un tel comportement a ses avantages, on est couvert, c'est le supérieur qui l'a dit. Que voulez-vous ? J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Mais la contrepartie de cet avantage, c'est le dépérissement de la responsabilité, du libre arbitre, de la réflexion personnelle. Bref, c'est l'essence même de la fonction de directeur qui se dilue. Pas rien, ne trouves-tu pas ? Tu ne dois pas négocier ta responsabilité et ton autorité dans l'établissement. Ne laisse personne te dicter ce que tu dois faire. Personne, ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Tu es seul juge, en ton âme et conscience, de ce qu'il est bon de faire pour les personnes accueillies et pour l'établissement, et de ce qu'il ne faut pas faire. Tu es le seul à réunir les informations qui concernent les personnels, les personnes accueillies, leurs familles, le climat interne, le voisinage, les partenaires, le budget. Tu es le seul qui puisse faire la synthèse des données budgétaires, économiques, administratives, juridiques et de l'activité, des moyens, de la mise en œuvre de la mission. Certes, cela ne signifie pas que tu n'aies pas besoin de concertation, nous y reviendrons plus loin, mais cela signifie qu'en dernier ressort, c'est toujours toi le mieux placé pour savoir ce qu'il faut faire et c'est toujours toi qui auras à répondre des résultats de l'établissement, de ses succès comme de ses échecs, que ce soit vis-à-vis des autorités publiques, des personnes accueillies, des membres du personnel ou de ta conscience. Tu dois avoir horreur de recevoir des ordres, alors à ton tour, évite d'en donner. Donner un ordre à quelqu'un, quand on est son supérieur, c'est profiter de son statut de supérieur pour obtenir de cette personne une action qu'elle n'aurait probablement pas faite sans en recevoir l'ordre. Alors tu vas me dire, mais n'est-ce pas là la définition du chef ? Cela paraît tellement évident. Non, le chef que tu es va d'abord se poser la question, pourquoi la personne ne ferait-elle pas cette action d'elle-même sans en recevoir l'ordre de son supérieur hiérarchique ? Il peut bien sûr y avoir plusieurs réponses à cette question que je te laisse imaginer. Cette personne manque de sens des responsabilités, est sotte, est paresseuse, etc. Mais il y en a une que je t'invite à méditer. Si l'action que tu t'apprêtes à imposer à cette personne ne s'impose pas d'elle-même,
Es-tu vraiment sûr que c'est l'action qu'elle doit faire? Es-tu vraiment sûr d'avoir raison? Es-tu vraiment sûr que la personne n'a pas ses raisons, n'a pas tout simplement raison? En somme, si tu as travaillé en amont pour faire en sorte que les acteurs élaborent eux-mêmes leurs actions, leurs comportements, as-tu besoin de donner des ordres? La question de l'ordre et celle de recevoir ou donner des ordres m'amène à évoquer celle du pouvoir. Le directeur a très peu de pouvoir. J'espère que tu n'as pas choisi cette fonction par goût pour le pouvoir. Car le directeur a très peu de pouvoir. Certes, si tu poses la question autour de toi, beaucoup de monde est convaincu que tu disposes d'un grand pouvoir. N'as-tu pas le pouvoir d'embaucher, de débaucher, de sanctionner, de choisir tes collaborateurs, d'opérer des choix budgétaires, de décider de tel ou tel investissement, de trancher tel ou tel problème? Oui, mais il s'agit de décisions que tu dois prendre en fonction d'une situation complexe que tu apprécies, que tu pèses, que tu évalues. Il s'agit d'une responsabilité et non d'un pouvoir. Le pouvoir signifierait l'arbitraire, c'est-à-dire que tu pourrais prendre une décision selon ton bon vouloir. Décider ceci plutôt que cela simplement parce que tu en as envie, que tu le veux. Or ce n'est pas le cas. Tu dois prendre une décision dans le sens de l'intérêt général, des personnes accueillies, de la pérennité de l'établissement, du respect des personnes travaillant dans l'établissement et en vertu des principes éthiques dont tu es garant. Aucun autre membre du personnel n'a la même responsabilité de devoir prendre dans chaque situation la meilleure solution, la seule bonne solution, la solution. Par contre, quel pouvoir as-tu de voir les professionnels appliquer une décision que tu as prise et qu'ils n'ont pas comprise ou ont mal comprise, ou n'approuvent pas, ou n'ont tout simplement pas envie d'appliquer? Tu es comme le roi nu, impuissant, sans pouvoir, si ce n'est celui de constater que ce sont les autres qui ont le pouvoir. Je dirais même que le directeur est celui qui a le moins de pouvoir. Il y a une autre raison qui fait que le directeur n'a pas de pouvoir. C'est qu'il doit faire en sorte que les gens qu'il dirige agissent par eux-mêmes. Attention, je ne te dis pas que tu dois faire en sorte qu'ils fassent ce que tu veux qu'ils fassent sans se rendre compte que c'est toi qui le veux. Car là, ce serait de la manipulation. Ce n'est certes pas interdit, mais hormis que cette façon de faire heurte mon éthique, elle présente un gros inconvénient. Si c'est toi seul, ou en petit comité, ce qui revient au même, car si tu manipules les gens en grand nombre, tu manipules aussi les gens en petit comité. Si c'est toi seul qui décides ce qu'il faut faire ou ne pas faire, le risque est très grand que tu n'aies pas pris en compte telle ou telle donnée, notamment en provenance du terrain, que tu n'aies pas vu tel aspect de la chose, telle conséquence à plus ou moins long terme. Bref, le risque est grand que la décision ne soit pas la bonne. Le directeur n'a pas le pouvoir de faire, quelles que soient d'ailleurs ses compétences personnelles dans tel ou tel domaine. Disons qu'il pourrait faire, mais qu'il ne doit pas faire. C'est très important, un directeur qui fait le travail d'un autre. Même pensant bien faire, il nuit à cet autre. Il le dévalorise, il dit implicitement à cet autre, tu es incapable. Ou alors il peut être tenté de faire à la place de l'autre, parce que l'autre est surchargé de travail, qu'il manque d'aide ou des postes au budget. Néanmoins, réfléchis à ce que pensent les personnes concernées dans ces cas-là, tiens, il n'a pas autre chose à faire? C'est cher payer un directeur pour faire un travail de secrétaire, ou pour faire le ménage. Et puis, peut-être justement que dans ces cas-là, ton travail est-il de rechercher des financements pour embaucher du personnel, ou revoir l'organisation du travail, ou réduire certaines charges de travail inutiles. À ce propos, j'en profite pour te préciser que tu dois éviter de donner du travail inutile aux uns ou aux autres, et que ton comportement citoyen, ne pas salir, ne pas marcher dans un couloir où on est en train de faire le ménage, ne pas laisser le plateau repas sur la table, doit contribuer à alléger les tâches. Toujours dans le même ordre d'idées, dans les réunions de travail, tu ne dois pas prendre le rôle dévolu à un autre professionnel ou intervenir pour donner ton avis dans un domaine où les professionnels sont là et sont payés pour le donner. Cela reviendrait à faire à la place de l'autre, à dire à la place de l'autre et donc à dévaloriser l'autre. Alors que doit faire le directeur? Il doit tout simplement prendre des décisions, apporter un éclairage, des informations, des avis qui permettent aux gens qu'il dirige d'agir au mieux. Il doit anticiper, prendre les décisions qui préparent l'avenir. Il ne faut pas trop le vouloir. Pouvoir me fait penser à vouloir. Pour exercer cette fonction,
directeur n'est pas un métier, c'est une fonction, il ne faut pas trop le vouloir. Il faut certes le vouloir un peu, car sinon je te donne un bon conseil. Ne pose pas ta candidature ou refuse le poste si on te le propose. Mais si tu tiens tant à devenir directeur, si tu en rêves depuis si longtemps, si tu le veux trop, permets-moi de te dire que cela est un peu suspect. Les questions qu'on peut se poser et que tu dois toi-même te poser, c'est: pourquoi as-tu tant besoin d'exercer cette fonction? Est-ce le salaire qui te motive? Es-tu dans une situation professionnelle difficile que tu cherches à fuir? As-tu besoin de reconnaissance? As-tu besoin de l'aura du pouvoir? As-tu besoin du pouvoir tout court? As-tu un ego surdimensionné? Concernant le salaire, je te préviens tout de suite, ça ne peut pas être une motivation pour cette fonction. Certes, il faut un salaire, comme il faut de quoi boire quand on mange. Et si le vin qui accompagne le repas est bon, cela ne gâche rien au repas. S'il est excellent, c'est encore mieux. Cependant, je te rappelle que la seule boisson vraiment indispensable est l'eau. Si tu cherches à fuir une situation professionnelle difficile, parce que tu n'es pas à l'aise dans ta fonction, et que tu penses que la fonction de directeur sera plus facile pour toi, je vais te décevoir, mais tu risques fort de te trouver encore plus en difficulté. Cette fuite sera une fuite en avant et tu te rapprocheras encore plus vite et inexorablement de l'issue fatale. Et puis, entre nous, même si personne dans l'établissement où tu prends tes fonctions de directeur ne sait que tu étais en difficulté dans ta profession initiale, sauras-tu convaincre les membres de l'équipe de mettre du cœur à l'ouvrage quand à leur place tu n'en avais pas toi-même? Pour faire bonne figure, il ne te restera qu'à te désoler et à cracher sur ceux qui t'entourent. Si tu veux trop être directeur, si dans cette fonction tu aspires à quelque chose d'important pour toi-même, tu vas forcément être déçu. Tu ne vas pas trouver ce que tu recherches, et surtout tu vas agir en fonction de toi. Tu vas entreprendre pour toi et non en fonction de l'établissement que tu diriges, ni des personnes qui y sont accueillies. Par exemple, tu vas essayer de prouver que tu es un bon directeur, tu vas chercher à te faire aimer, tu vas chercher à te rendre indispensable, tu vas chercher à briller, tu vas chercher à montrer que tu as du pouvoir, alors que la fonction exige exactement l'inverse. Elle exige que tu t'effaces, que tu te fasses oublier, que tu ne penses pas à toi, que tu prennes tes décisions en fonction de paramètres dans lesquels tu n'es en rien concerné. Un établissement qui fonctionne bien est un établissement dans lequel les membres du personnel et les personnes accueillies ont oublié qu'il y avait un directeur. Ils n'en ont pas besoin au quotidien, ils n'ont pas besoin d'avoir la tête du directeur tous les jours sous leurs yeux, ils n'ont pas besoin à tout instant de demander au directeur ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire, comment résoudre tel problème. En somme, ton travail vise à faire en sorte que l'établissement fonctionne très bien sans toi, au quotidien. D'ailleurs, quand tu seras arrivé à te faire oublier au quotidien, ce dernier mot je le répète volontairement, tu seras plus disponible pour te consacrer à ton vrai travail, les décisions, la réflexion, les projets, l'information, la lecture des auteurs, la discussion, l'échange, la communication, le réseau, la recherche des financements, des moyens, etc. De plus, ayant la tête hors de l'eau, tu disposeras d'un horizon plus large, plus étendu, plus complet sur l'environnement de l'établissement et dans la durée. Tu apporteras aux gens une aide plus importante, plus efficace, plus précieuse, plus pertinente. Te faire oublier au quotidien, ce n'est pas ne rien faire et rentrer chez toi, car là ce serait te faire oublier définitivement, du moins jusqu'à ce que la vie te rappelle et rappelle à tous que tu as failli à ta mission. Tu l'as bien compris, te faire oublier au quotidien, c'est être présent, être très présent même, et sur tous les sites de l'établissement, mais une présence discrète, qui ne perturbe pas les personnes accueillies ni le travail des professionnels. Une présence qui ne soit pas pesante, qui n'impose rien, qui ne soit pas vécue comme un contrôle, plutôt une présence pour l'intérêt que suscite ce que font les personnes accueillies et les professionnels. N'hésite pas à manger, de temps en temps avec les uns ou les autres ou à partager un moment convivial, mais pas trop souvent, car ils sont plus à l'aise entre eux, plus à l'aise sans toi, et tu dois garder une certaine distance pour assumer pleinement ta fonction. Cette fonction, directeur d'établissement, bénéficie d'une auréole qui attire beaucoup de candidats à l'ego surdimensionné, mais heureusement pas uniquement. Le directeur à l'ego surdimensionné va se mettre en scène dans un véritable psychodrame permanent dont l'établissement est le théâtre, les personnes accueillies et les membres de l'équipe, le public, et probablement les victimes aussi.
Tu as certainement déjà repéré ces personnages imbus d'eux-mêmes qui commencent et terminent chaque phrase par moi, je, qui ne sont responsables d'aucune erreur, d'aucun échec, toujours la faute des autres. Jamais tu ne les as entendus avouer: je me suis trompé, j'ai sous-estimé tel paramètre, j'ai mal apprécié telle situation. Ils savent tout, connaissent tout, ont tout inventé, ont tout réussi, ont réalisé des miracles et en auraient réalisé bien d'autres encore s'ils avaient disposé auprès d'eux des personnels compétents au lieu de cette bande d'incapables. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.